Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc reprendre un peu un thème que j'avais fait précédemment sur ma chaîne à l'époque où je tournais les vidéos et dans laquelle je place des personnages de séries dans les maisons de Poudlard dans l'univers d'Harry Potter. Donc il y aura sûrement quelques épisodes sur cette petite série parce que je me limiterai pas essentiellement à une seule série, j'en ferai donc sur plusieurs séries. Et aujourd'hui on va reprendre donc la série Les Demoiselles du téléphone. Si vous connaissez pas cette série, j'ai fait une vidéo juste avant celle-là sur Les Demoiselles du téléphone qui traite donc de cette série que j'ai beaucoup aimée, que je trouve très intéressante et qui reprend un peu la condition des femmes pendant les années 1930 en Espagne. Et c'est très intéressant, c'est très représentatif de cette période-là, de ce siècle. C'est marqué par énormément de dénouements, d'événements. Et la série est vraiment très bien construite, très bien écrite et très intéressante. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous ne la connaissez pas. Donc le premier personnage que je vais évoquer est donc Lydia, la personnage principale des Demoiselles du téléphone, et qui est toujours à la recherche de quelque chose. Elle a toujours un plan en tête et en général ça se termine pas très bien pour les personnes qui l'entourent, pour elle-même non plus. Elle prend d'énormes risques, elle est assez remarquable par son courage, mais c'est plutôt son intelligence que je vais retenir pour sa maison de Poudlard. Elle est extrêmement intelligente certes et elle a beaucoup d'idées derrière la tête. Elle sait improviser dans n'importe quelle situation, elle est assez débrouillarde à ce niveau-là. Elle arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. Elle n'abandonne jamais, quel que soit l'effort qui est nécessaire pour réaliser ce qu'elle souhaite. Ce ne sont pas forcément les rêves qu'on a tous tendance à avoir. Elle est très persuasive pour son entourage et surtout elle est habitée par la vengeance constante envers les personnes qui lui font du mal, envers qui elle éprouve une véritable haine. Elle est assez cruelle à ce niveau-là, elle a aucune pitié pour eux et c'est pour ça que j'ai donc choisi de la placer dans la maison Serpentard, où on retrouve notamment les caractères de la ruse, de la détermination dont elle est l'héritière. On a ensuite Marga, qui est une de ses amies qu'elle a rencontrée dans la compagnie de téléphone où elle s'est installée et qui va vraiment évoluer. Marga est un personnage extrêmement intéressant, assez naïf au début, c'est vrai, elle est assez timide, assez réservée. On aurait plus tendance à la classer à Poufsouffle pour ce trait de caractère, mais qui va s'élever en rencontrant donc Pablo, qui va démontrer grâce à lui son intelligence et notamment son talent pour la comptabilité, qui est le métier de son mari donc, et qui est également un des domaines dans lesquels elle s'épanouit, elle arrive à se débrouiller et ça va être assez perturbant d'ailleurs pour Pablo de découvrir que sa femme est assez douée pour faire ce genre de choses. C'est aussi extrêmement symbolique pour l'époque parce que forcément c'est pas le genre de métier qu'on a tendance à associer à une femme, et en montrant qu'elle est capable d'exercer ce type de métier assez complexe parce qu'il faut quand même travailler avec les chiffres, il faut savoir faire des calculs assez précis, et c'est donc pour cette intelligence et sa sagesse également qui est très notable dans la série. Elle évolue vraiment d'un personnage timide à un personnage assez fort qui a une forte personnalité, qui n'hésite pas à prendre la défense de ses amis ou d'elle-même dans les situations où il est nécessaire qu'elle fasse quelque chose, et ce caractère qui se détache d'elle est donc assez important à prendre en compte. Elle a une personnalité assez fougueuse mais en même temps assez calme, assez posée, et c'est pour ça que je l'enverrai plutôt à Serre d'Aigle, où ces qualités-là qui ressortent de sa personnalité lui correspondent très bien. On a ensuite Henrielles, qui est une femme typique de cette époque, martyrisée par son mari, maltraitée, battue, qui garde le silence sur cette violence dont elle est la victime au quotidien pour sa fille, parce qu'elle veut pas s'éloigner d'elle, parce qu'elle veut pas être séparée de sa fille, qu'elle veut l'élever, parce que c'est une petite fille dans un monde d'hommes où les hommes prennent le dessus, comme on peut le remarquer notamment avec son mari qui se montre assez violent, notamment quand il a bu. Elle subit au quotidien ces démonstrations de violence
de violence, mais elle ne s'en plaint pas, elle garde la tête froide. Elle reste forte, alors oui certes elle est presque absente au début du récit, elle est très effacée du récit, mais quand elle va réussir à se débarrasser de son mari, quand elle va entamer la procédure de divorce, et puis ensuite avec tous les événements qui en découlent, elle va réussir vraiment à se libérer, à affirmer son caractère très fougueux également comme Marga, mais cette fois à sa manière. Et ce qui ressort d'elle, c'est une femme extrêmement forte, extrêmement courageuse, qui arrive à accomplir de grandes choses, qui arrive à montrer qui elle est réellement une fois qu'elle n'est plus sous l'emprise de son mari. Elle est assez manipulatrice également, quelquefois quand il est nécessaire, mais c'est pas ça que je vais retenir de son caractère, c'est plutôt ce courage absolument remarquable en fait. Et c'est un des personnages que j'admire énormément parce qu'elle impose le respect par son caractère, par ses valeurs, par ce qu'elle dégage, et c'est pour cela que je l'enverrai plutôt à Gryffondor, où son caractère de lionne lui va à merveille. On a ensuite Carlotta qui est élevée dans une famille assez bourgeoise qui refuse que leur fille travaille, puisque c'est une femme, ils estiment qu'il n'est pas nécessaire pour elle de travailler. Son homme est un général il me semble, donc il a fait la guerre, il est assez respecté dans ce domaine-là, et elle veut démontrer à son père, à sa mère, à son entourage et à ses amis qu'elle est capable de s'émanciper, d'être indépendante, de travailler comme n'importe quelle femme, qu'elle n'a pas besoin de se reposer sur l'argent familial pour pouvoir survivre, qu'elle a besoin de ça, pas uniquement pour gagner de l'argent mais pour se sentir indépendante, parce que c'est un réel besoin qu'elle a, et c'est notamment en rencontrant Sarah qu'elle va pouvoir affirmer pleinement également son orientation sexuelle, puisqu'à l'époque les gens étaient très fermés à ce niveau-là, ils refusaient carrément d'en entendre parler, et elle va réussir à casser les codes, à aller au-delà des barrières que la société a tendance à mettre entre eux pour cette époque, je parle. Ce qu'elle estime normal, donc un couple hétéro, et anormal, un couple de deux femmes ou de deux hommes, ou comme c'est le cas de Carlotta et de Sarah avec le compagnon de l'époque de Carlotta avant qu'ils se séparent, un couple de trois. Quand elle découvre ça, elle est certes un peu perturbée, mais elle l'affirme. Bien évidemment, elle ne le montre pas publiquement, mais disons qu'elle vit pleinement sa passion et qu'elle est redoutable justement quand elle essaie de s'affirmer auprès de son père, quand elle n'hésite pas à partir de chez elle en fait pour montrer à tout le monde qu'elle est capable de s'émanciper, de faire quelque chose de sa vie, qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, et qu'elle n'a pas besoin non plus de respecter les codes sociaux de cette époque qui exigent d'elle qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe des enfants. Elle le refuse, et elle mène une campagne assez féministe qui défend les femmes et qui me touche énormément. C'est pour ça que je l'enverrai également à Gryffondor. Elle essaye de libérer la parole des femmes, elle essaye de libérer la condition féminine, et elle essaie de le faire en n'hésitant pas à s'en prendre à ceux qui ont du pouvoir, à ceux qui essaient de l'en empêcher, comme ses parents et comme les personnalités publiques qui l'entourent, qui vont essayer de la faire taire. On a ensuite donc Sarah, qui est, comme je vous le disais, la compagne donc de Carlotta pour la suite et la fin de la série. Elle est également aussi forte que Carlotta puisqu'elle s'affirme, même publiquement, elle n'hésite pas à montrer qui elle veut être réellement. Elle se sent oppressée dans son corps de femme, elle a plus envie d'être une femme, elle a envie d'être ce qu'elle est réellement au fond d'elle, c'est-à-dire un homme. Elle se déguise de temps en temps en homme, elle a tendance à faire ça parce qu'elle se sent mieux comme ça, et Carlotta va l'accepter. Sarah en revanche va devoir affronter les reproches qu'on lui fait, les critiques, les remarques, tout ce qui est blessant, négatif et qui l'enfonce au lieu de l'aider à se relever, mais elle va quand même trouver la force d'avancer malgré tout. Elle va réussir à aller au-delà des critiques. C'est ce qui pourrait l'envoyer à Gryffondor. Au début j'ai hésité, mais j'avoue que la personnalité loyale de Sarah, qui est toujours là pour Carlotta, qui l'encourage, qui malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées
reste la même, continue de soutenir Carlotta. C'est assez fort comme trait de caractère, c'est extrêmement symbolique également. Donc moi j'aurais plus tendance à l'envoyer à Poufsouffle pour ces raisons-là. On a ensuite Pablo qui est le compagnon donc de Marga, ou plutôt le mari de Marga, et qui lui est un personnage assez touchant. Je l'aime beaucoup, Pablo. Il est assez posé, il est assez calme, il aide sa femme à se rebeller, à se révolter contre la société avec ses amis. Il reste loyal à ces valeurs-là, il y est très attaché, il est ancré là-dedans, mais il est également très posé. Quand il se rebelle pas, il est très calme. En fait, il se définit par ce trait de caractère vraiment assez posé, contrairement aux filles qui ont tendance en groupe à devenir une sorte de gang Gryffondor, on va dire, de se définir par les traits de caractère de Gryffondor. Lui plutôt est très calme. Il prend du recul sur énormément de choses. Il s'énerve pas facilement, mais en même temps, il reste ancré à certaines valeurs, pas à dire les choses quand ça lui est nécessaire. Et donc c'est pour cela que je l'enverrai plutôt à Poufsouffle pour ce caractère un peu détendu, un peu serein dans les situations qui s'y prêtent le moins. Et on a besoin de ce genre de personnage justement pour nous faire prendre du recul sur certaines choses, pour nous faire nous rendre compte de certaines choses. Et c'est lui qui va réussir à guider les filles avec cette personnalité. Et c'est très important d'avoir ce personnage dans la série. On a ensuite Carlos, qui est donc le fils de la propriétaire du standard téléphonique, donc où travaillent les filles. Et j'avoue que il a plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Ce personnage, il est très vicieux, il est assez manipulateur, exactement comme sa mère. Il est assez particulier comme personnage, assez étrange quelquefois, c'est vrai. Sa relation notamment avec Lydia est assez chaotique parce qu'elle se résume à des déboires en fait. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est assez désespérant d'ailleurs de remarquer à quel point leur couple ne fonctionne pas. Et leurs deux caractères qui ont tendance à s'emporter très vite sont assez incompatibles, puisque lui, je l'enverrai plutôt à Serpentard, exactement comme Lydia, et leurs deux forces de caractère, leurs deux traits de personnalité qui se résument donc à ce caractère à cette détermination assez froide dans n'importe quelle circonstance, à cette ruse calculatrice assez malveillante quand il s'agit d'une vengeance. Ils sont assez semblables sur ces points précisément, mais quand ils en viennent à s'affronter tous les deux, c'est assez compliqué et plus tendance à faire un cocktail explosif plutôt qu'autre chose. Donc lui sans hésitation, c'est un Serpentard comme je l'ai dit. On a ensuite Francesco qui est un ami de Carlos et qui est donc l'ami de Lydia avec lequel elle est venue en Espagne en train, qu'elle a perdu donc à la gare à cause d'un malentendu et qu'elle retrouve des années après dans le standard téléphonique où elle est embauchée. Et donc Francesco lui, contrairement à Carlos, c'est très calme et j'avoue qu'il lui convient un peu mieux. Il s'énerve pour beaucoup de choses, il n'hésite pas à prendre la parole quand quelque chose ne lui convient pas. Il est assez impulsif également, il a tendance à s'emporter très vite, mais contrairement à Carlos, il ne prend pas des mesures extrêmes pour en venir à bout, pour se débarrasser donc de ce qui ne lui convient pas. Il est exactement comme Pablo, il prend du recul sur énormément de choses, mais il est toujours au cœur de l'action, il défend les filles donc pour leur cause, il les aide, il prend beaucoup de risques dans certaines situations, mais il est assez courageux à ce niveau-là, puisque malgré les situations complexes qui se présentent à lui, il n'hésite pas à foncer quand un danger se met en travers du chemin d'une personne de son entourage et à laquelle il tient, et c'est pour ça que je l'envoie de mon côté donc à Gryffondor pour ce courage qui ressort de sa personnalité. On a ensuite l'inspecteur Cuevas, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, qui est donc le compagnon d'Henrielles, qui est extrêmement intelligent, que Henrielles essaie au début de manipuler, mais au final elle va réussir à éprouver quelque chose pour lui. Et leur relation est vraiment très belle. J'aime beaucoup en fait leur histoire, du début à la fin, elle est assez touchante.
assez émouvante. Et malgré les tentatives de manipulation d'Aurélie, il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Il est assez vif à ce niveau-là, assez intelligent. Il arrive à remarquer les choses que les autres ne voient pas. Et au lieu d'enfoncer Aurélie, il va prendre sa défense, il va l'aider. Il n'hésite pas en fait à sacrifier sa carrière juste pour pouvoir l'aider à prendre des risques, à risquer de perdre son emploi. Il est également très demandé pour le combat des filles, donc à plusieurs occasions elles vont lui demander de l'aide. Il est un peu hésitant au début mais il finit toujours par les aider. Comme n'importe quel commissaire dans son genre, forcément il est caractérisé par cette intelligence qui le démarque des autres, mais c'est une intelligence qui va prendre en compte les causes pour lesquelles il défend les filles, les causes pour lesquelles il va venir les aider. Je saurais pas dire s'il les défend également, mais en tout cas il va les aider. Et c'est assez touchant de voir à quel point cet homme est d'une grande sagesse, d'une grande intelligence, malgré le métier qu'il fait, et qui était assez sans pitié en fait avec les femmes, qu'on a plus tendance à associer à un métier assez sexiste, pour cette époque en tout cas, et puisque n'importe quel homme à sa place en fait aurait dénoncé Aurélie, et lui il ne l'a pas fait. Il a refusé de le faire par amour, certes. Je pense pas qu'on doive se limiter à l'amour dans ce genre de cas. Il a eu l'intelligence de ne pas la poursuivre, au contraire de l'écouter, d'essayer de la comprendre, d'être assez compatissant avec elle, alors que s'il avait été remplacé par un autre commissaire, il aurait pas pris le temps d'écouter les explications de la femme, il l'aurait expédié directement en prison, et lui c'est pas ce qu'il a fait, et donc c'est assez touchant, j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que moi je l'enverrai plutôt à Serre d'Aigle. On a ensuite Elisa qui est la sœur de Carlos et qui est un peu détachée du récit, certes un peu naïve, un peu manipulable par sa mère, qui ne cesse de dériver un coup plutôt vers la main tendue de Lydia, ou alors les griffes acharnées de sa mère, qui essaie désespérément de la ramener à elle, de l'avoir dans son camp, ce qu'elle arrive très bien à faire. Elisa s'est déboussolée à ce niveau-là, mais elle reste fidèle à ses valeurs. Elle sait pourquoi elle fait certaines choses. Elle se laisse manipuler quelquefois, c'est vrai, on le remarque dans la série, mais elle est également très forte. Elle a son caractère, elle a cette tendance un peu à l'emportement qui caractérise cette famille, également comme Carlos, mais elle arrive à prendre du recul sur certaines situations. Si elle le fait, elle sait pourquoi. Il y a certes les paroles de sa mère qui résonnent en écho dans sa tête et qui lui rappellent pourquoi elle fait ça, mais également ses convictions, ses propres convictions. Elle a quand même beaucoup subi dans la série en fait, elle a subi beaucoup d'épreuves, elle a quand même réussi à se relever, mais elle est également très loyale à ses valeurs, et donc comme vous l'aurez deviné, pour moi c'est une pouf souffle. Au début elle est également comme Marga, comme Aurélie, assez effacée de la série, et plus la série avance, plus elle évolue, plus elle devient forte, et mieux on arrive à comprendre ses convictions, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, parce qu'il y a certaines choses qui nous paraissent assez invraisemblables, assez improbables, surtout venant d'elle, et au final elle reste très attachée aux personnes qui l'entourent, elle reste très attachée à ses valeurs, elle va jamais en venir à blesser quelqu'un, elle est assez respectueuse à ce niveau-là, et pour moi c'est donc entièrement une pouf souffle. Et enfin le dernier personnage de la série, celui que je méprise le plus, celui qui je pense est le plus détesté, c'est Carmen, donc la mère de Carlos et d'Elisa citée précédemment, et qui est extrêmement manipulatrice, extrêmement cruelle. Elle partage aucune émotion, aucun sentiment pour ses enfants. Ce qu'elle ressent c'est simplement le désir de les manipuler, d'accomplir les vengeances avec eux, de les mettre de son côté, ce qu'elle parvient à faire quelquefois, et c'est également ce qui va être un sujet de discorde, que ce soit une des raisons pour lesquelles Carlos se rebelle contre elle, ou pour lesquelles Elisa se révolte également contre sa mère, que c'est ce caractère extrêmement vicieux, extrêmement pervers. Elle mérite en fait de finir dans aucune maison de Poudlard, mais rien que pour ce côté assez calculateur, assez manipulateur. Je l'enverrai plutôt à Serpentard évidemment, et bon c'est assez compliqué j'avoue, parce que en fait elle mérite d'être dans aucune maison de Poudlard, tellement elle est horrible cette femme. Elle est d'une cruauté immense, et à côté ce que fait Lydia et ses amis pour c'est presque rien en fait, tellement elle est terrible cette femme. Donc voilà, pour moi c'est une Serpentard, mais à regret. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu.
plu. Elle a certes été assez longue parce qu'il fallait que je donne quelques explications. Certes, j'allais pas envoyer les personnages comme ça sans dire pourquoi et quels traits de caractère dans leur personnalité me semblait le plus approprié pour justifier l'envoi dans telle ou telle maison. J'espère que ce petit format vous a plu. J'avoue que ça m'a fait plaisir de recommencer, de reprendre un peu les vidéos sur Harry Potter et les vidéos où j'envoie les personnages donc dans les maisons. J'en ferai encore d'autres comme je vous l'ai dit en début de vidéo et j'espère que vous serez au rendez-vous pour ces prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort en attendant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!